Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Le 1er mai, jour férié, nous étions présents aujourd'hui le 8 de ce même mois, férié également, nous sommes présents. Alors nous surtout n'allez pas croire que nous ne respectons pas les traditions. Si, bien sûr que nous les respectons, mais l'époque étant tellement intense que férié ou pas, nous devons de communiquer. Effectivement, pas de repos, puisque le camp en face ne nous laisse pas de répit. Bonsoir et bienvenue sur La France Libre, une émission du CNTF-CH, avec Philippe, Jean-Pierre, Christiane qui nous fait l'honneur, Bruno également, et vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Merci d'être présents pour cette émission, La France Libre. Bonsoir. 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 Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par une information qui, je pense, est une véritable bombe et qui devra inspirer les gouvernements européens. C'est la Cour suprême des États-Unis qui vient de voter la déclassification complète de tous les documents concernant la pandémie du Covid. Et d'autre part, une loi est en train d'être votée aux États-Unis pour interdire aux personnes vaccinées de donner leur sang. Donc ça veut tout dire. Il faut que ça soit quelque chose qui retentisse dans le monde entier et qui arrive jusqu'à notre pays, parce qu'évidemment, les médias officiels chez nous n'en parlent pas. Mais c'est en train de commencer à faire des vagues et la vérité va commencer à sortir et de plus en plus. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. À vous la parole. Alors oui, pour prolonger ce que tu viens de dire, il y a des sociétés pharmaceutiques comme AstraZeneca qui sont passées devant les tribunaux et qui ont fini par reconnaître qu'elles étaient au courant qu'il y avait un certain nombre de choses dangereuses dans leur vaccin et qu'elles n'avaient pas jugé utile de le dire, de les coter, pour évidemment vendre ce qu'ils avaient à vendre. Et donc, le résultat des courses, donc évidemment, tous ces produits sont interdits non seulement à la vente, mais à la consommation, bien entendu, et que le procès continue pour savoir ce qui va arriver à AstraZeneca. Donc ça va dans le sens de ce que vient de dire de la délivrance, en fait. J'ai envie de dire de la délivrance, c'est-à-dire que tout ça on le savait déjà, mais officiellement c'était pas su. Maintenant ça y est, tout ça est officiel, cela vienne du Congrès ou que cela vienne des tribunaux américains. C'est par là qu'arrive le vent de la délivrance, me semble-t-il. Donc ça c'est un point important. Et puis je voudrais aussi signaler que les États-Unis toujours, vous savez, l'Agence fédérale de gestion des urgences, qu'on appelle du doux l'acronyme FEMA, FEMA. L'agent, donc je répète, Agence fédérale de gestion des urgences, c'est une poignée de personnes qui sont censées intervenir chaque fois qu'il y a un drame, une catastrophe naturelle ou pas naturelle, pour sauver les gens. Et en fait, il s'avère que on assiste plutôt à des pillages qu'à des sauvetages, quoi. Voilà. Donc ça a été vu par les Marines, par l'armée, qui est du côté, on va dire, positif des choses. Et qui a dans le collimateur, en quelque sorte, ces agents de la FEMA ou des FEMA qui sont répartis partout sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Et là, il y a des échauffourées, c'est le mot le plus doux que je puisse exprimer, entre ces deux entités, l'une qui veut piller et qui veut massacrer, et l'autre qui veut sauver la population vraiment, quoi. Donc ça tourne au western, ça tourne à la guerre ouverte sur le territoire des États-Unis, on n'en entend pas parler. Mais on en entendra parler prochainement, je pense. Voilà. Et puis il y a d'autres phénomènes qui sont en train de se cumuler. On nous parle bien entendu toujours du réchauffement de la planète, dont tout le monde entend, et on nous échauffe les oreilles aussi avec ça. Et c'est d'autant plus injustifié que dans un pays comme la Russie, évidemment dont on parle beaucoup en ce moment, eh bien le froid perdure au-delà des habitudes du printemps. Hein. Lorsque le printemps arrive, il arrive aussi en Russie d'habitude. Et là, il y a des températures très négatives avec de la neige à la clé, donc c'est même assez inquiétant pour les cultures, nous dit-on. Donc voilà, en guise de réchauffement planétaire, le plus grand pays en étendue est sous une zone de froid pour l'instant. Hein. Voilà. Et ce que je dois dire aussi, c'est que, alors, pour rester sur la Russie, et on va y revenir puisque c'est le thème du jour, mais c'est Sylvain qui va ouvrir l'information là-dessus. Poutine est prêt à discuter avec l'Occident pourvu que cet Occident respecte les droits des Russes. Voilà. Ça, c'est ce qu'il a dit lors de son intronisation hier, à laquelle participait l'ambassadeur de France notamment, à laquelle ne participait pas
l'ambassadeur d'Angleterre, enfin de Grande-Bretagne, et des États-Unis. Il n'y était pas, la France y était. Bon, ça a l'air de rien, mais c'est des petites choses qui peuvent marquer des différences importantes pour la suite. Voilà, donc ce que je voulais dire. Donc je repasse la parole peut-être à Sylvain. Ouais, vous savez que dans 2 mois, il y a les Jeux Olympiques à Paris, et alors forcément, il y a beaucoup de mal dans l'hôtellerie, puisqu'il y a pas mal de délégations qui ont carrément annulé. Les personnes qui pensaient, les particuliers, qui pensaient louer leur appartement à raison de 2600 € la nuit, etc. Pas de réservations sont faites. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de regarder justement l'actualité en images, et justement, on va parler des Jeux Olympiques. Bon, on n'est pas à Paris, hein. Regardez, le bateau mouche. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. Il y en a qui diront que non, c'est pas la Seine et on n'est pas à Paris. C'est pas ici qu'il y aura les épreuves des Jeux Olympiques, hein. Absolument pas. Regardez ça. Alors les amis, que pensez-vous de ce petit reportage? Ah, Sylvain, moi je dis que c'est bien que la flamme passe à Marseille parce que avec une flamme, on peut faire des feux de poubelle. Et la France en aurait besoin. Ouais, il faudrait un lance-flamme olympique pour nous débarrasser des poubelles à Marseille ou un Karcher, je ne sais pas. Et bien évidemment, alors Marseille est écrit en gros. Alors c'est sans S en français, mais un S en anglais. Alors je me suis dit au début, tiens, c'est un reportage en anglais. Puis non, finalement, il était en français. Donc voilà. Donc pour le reste, effectivement, on est un petit peu gêné pour les gens qui vont se baigner dans la Seine, n'est-ce pas? Ils vont faire plus que baigner, ils vont faire des compétitions de natation. Bon courage à eux. J'espère qu'on aura enlevé les plus gros morceaux. Que voulez-vous que nous disions de plus? Et qu'ils n'attraperont pas de maladies, ces braves gens, s'ils acceptent de concourir, ce qui n'est pas gagné. Alors, je vais expliquer, Philippe, pourquoi il y a un S à Marseille. C'est parce que, à force d'avoir traîné dans ces bas quartiers, là-bas, on dit Marseille avec un S, Marseille. Donc, c'est dans le langage écrit, en fait, ça m'a échappé. Voilà. Ah, voilà, tu seras pardonné pour. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Et oui, Paris va être la ville olympique, et comme le dit Anne Hidalgo, avec fierté, on va pouvoir nager dans la Seine. Mais bon, comme tout le monde le sait, maintenant, grâce à elle, à Paris, il n'y a pas qu'à l'opéra qu'il y a des petits rats. Et en parlant de Marseille, de la flamme olympique à Marseille, il y a Marc Doyer, là, l'agriculteur là qui était un peu porte-parole. Bon, il a dit que maintenant il est plus invité parce qu'il a dit trop de choses à la télé, donc il est plus invité. Et donc il disait qu'il fallait faire une action sur Marseille. Alors là, ça m'échappe ce qu'il voulait faire, mais ralentir la flamme olympique. Ils disent on veut pas pénaliser les gens, mais ralentir la flamme olympique. Je sais pas comment il veut faire. Voilà, c'est une idée qui leur est venue. Il y a un boycott des Jeux Olympiques assez exceptionnel. Oui, Jean-Pierre, je t'en prie. Je te prie de bien vouloir m'excuser. Merci. C'est peut-être un pompier, le mec qui va ralentir la flamme. On ne sait pas. Alors, peut-être. Ouais. Oui. Et puis alors, en fait, il y a pas un concours c'est peut-être un concours d'immunité, pas parlementaire, hein, mais d'immunité olympique, par exemple, par rapport à la baignade dans la Seine. Un concours d'immunité, quoi. Système immunitaire, ouais, tout à fait. Ouais. Pour voir qui sont. C'est juste pour l'humour. On verra si on pourra distinguer les vaccinés de ceux qui ne le sont pas. Ça sera un test intéressant également. On croisera les informations. Ce jour, Philippe, je te coupe la parole. Ce jour, le 8 mai, est l'anniversaire, vous le savez, d'une armistice, mais entre deux guerres, point d'interrogation, c'est notre sujet de ce soir. Wow. Ouais. Un armistice. Je suis désolé de te reprendre la deuxième fois dans la journée, mais c'est Jamais 203. Vous avez de bons yeux, mon commandant.
Alors, oui, mais l'erreur est classique en plus. Oui, oui, bah l'armistice, c'est l'arrêt du langage des armes. Hein. On arrête de faire parler les armes, on les fait se taire. Et un armistice, c'est pas tout à fait ce qui s'est produit en fait le 8 mai 45 à la signature de ce document en fait par les Russes d'un côté, enfin les alliés, tous les alliés russes, américains, et puis bien entendu les Allemands de l'autre. C'est l'arrêt des combats, c'est une reddition. Une reddition, c'est quand on rend les armes. Voilà, donc ils ont rendu les armes, c'est plutôt une reddition, plutôt qu'une armistice où on se contente d'arrêter de les faire parler. Souvenons-nous de l'armistice du 11 novembre 1918. Il a été question pour les Allemands de reprendre les combats parce qu'ils n'étaient pas satisfaits des propositions qu'on leur faisait, des conditions d'arrêt de la guerre qu'on leur donnait. Et ils ont vraiment songé à reprendre les armes. Ça ne s'est finalement pas fait. Donc ça, c'était un armistice. Mais la reddition, c'est rendre les armes. Donc on va arrêter les cours de linguistique. Et tout ça pour dire que, évidemment, ce qu'on fait le 8 mai, c'est la fin de la guerre, tout simplement. On va appeler ça comme ça. La fin de la guerre, la fin des armes qui parlent. Et on a ouvert un champ de temps dans lequel on est rentré ensuite dans la guerre froide, puis aujourd'hui dans une guerre chaude avec les deux anciens pays polarisés qui étaient les États-Unis à l'époque et l'URSS à l'époque, qui sont aujourd'hui de moins en moins les États-Unis et de plus en plus des Unis, et ce qui est devenu la Russie, ce qui est devenu désormais la Russie, qui n'est plus l'URSS. Donc il y a eu quand même quelques petits changements en 80 ans, on va dire ça comme ça. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive, c'est que on fait quelque chose à une période à laquelle on a dit plus jamais ça. Et effectivement, il n'y a plus jamais eu ça depuis 80 ans. Il n'y a plus jamais eu ça. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où on n'est pas du tout sûr qu'on n'ait pas ça à nouveau un jour d'une façon ou d'une autre. Donc c'est ça le sens de la phrase. Oui, Bruno. Alors, Philippe, je voulais aussi rappeler que il n'y a jamais eu, après l'armistice du 8 mai 45, de signature définitive d'un traité avec l'Allemagne. Oui, oui. Donc en fait, on a eu la constitution de l'Europe qui s'est faite petit à petit, où on s'aperçoit d'ailleurs que la manière dont elle a été constituée, chacun le sait, enfin de plus en plus de gens le savent, notamment par d'anciens nazis. Donc on s'aperçoit que l'Europe actuelle, la manière dont elle fonctionne, est une manière qui ressemble fort à la manière dictatoriale dont Hitler aurait rêvé. Mais le pire, c'est qu'effectivement, on n'a jamais signé de traité définitif de paix avec l'Allemagne. Donc, Tout à fait. posons-nous des questions. Oui, alors on peut se perdre en conjecture par rapport à ce fait. Effectivement, il n'y a pas eu de paix signée, alors qu'il y a eu la paix signée en 1918 ou 19, je ne sais plus exactement, suite à la guerre de 14-18. Il y a eu une paix signée, mais qui n'a évidemment pas duré très longtemps, puisque tout a recommencé le 3 septembre 1939. Pour la France en tout cas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après cette guerre de 45, on va l'appeler comme ça, à l'issue de cette guerre en 1945, eh bien, on n'a pas forcément jugé utile de signer la paix parce que c'était une garantie de rien du tout. On le savait déjà, on est de le vivre et qu'il y avait peut-être d'autres idées à développer. Et puis peut-être que tout simplement, on voulait pas être hypocrite en disant au peuple, on rentre dans un monde de paix éternelle, alors qu'en fait, on est rentré dans un monde de guerre permanente, mais en dehors de l'Occident. C'est ça qui a effectivement changé. Et bien, il y a eu une guerre permanente en dehors de l'Occident et l'Afrique, bien sûr, des guerres de décolonisation, bien entendu, mais pas seulement. Il y a eu des manipulations en Amérique du Sud par la CIA, etc., etc. Donc, on est rentré dans un autre régime de guerre larvée, de guerre cachée, de guerre dite froide avec l'URSS de l'époque. Mais il y a toujours eu des guerres. Donc, c'est pas plus mal de ne pas avoir signé, enfin, de mon point de vue, c'est pas plus mal de ne pas avoir signé un traité de paix qui aurait été piétiné comme le précédent. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question-là. Maintenant, est-ce que nous sommes dans la même situation bis repetita placent, comme on dit, c'est-à-dire que la même situation, les mêmes causes créent les mêmes effets? Je dirais pas du tout. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question du 8 mai. Le 8 mai 1945 a marqué la fin des hostilités, c'est sûr, mais a marqué aussi le début de la mise en condition
pour créer les prochaines belligérances, quoi, tout simplement, hein, les prochains accrochages et les prochaines guerres. Aujourd'hui, nous sommes encore au bord, sinon du gouffre, en tout cas par la parole, nous avons des menaces réciproques de part et d'autre. Ou si jamais on met les pieds, c'est l'Occident, hein, on met les pieds sur le territoire de la Russie, évidemment, ils seront accueillis et de la pire des façons. Donc la menace, elle est explicite, c'est un avertissement, c'est pas une menace. Et inversement, si jamais les Russes font des choses qui n'intéressent pas l'OTAN, eh bien, on peut penser que l'OTAN réagira. Mais on est tous ici bien informés au travers des canaux tels que Internet, qui nous permet de dialoguer et de savoir surtout, et par lesquels on apprend que la puissance militaire n'est plus du côté des États-Unis d'Amérique. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, hein, c'est un fait. D'abord, en quantité, et puis deux, en qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Russes disposent de matériel, notamment des ogives, beaucoup plus véloces que celles de l'Occident, ce qui, techniquement, mécaniquement, les rend vainqueurs d'une frappe quelconque. Hein, voilà. Hein. Donc, ça a le mérite de faire réfléchir plein de gens. On n'a même pas besoin de mettre en avant, on n'a plus besoin de mettre en avant le risque nucléaire qui viendrait se surajouter, mais qui serait une pollution, y compris pour l'envoyeur, si je puis dire. Hein. C'est ça qu'on risque. Hein. Polluer la Terre, polluer le globe. Alors, à quoi cela sert-il de polluer le camp de celui que nous convoitons, ou dont nous convoitons les richesses, et en particulier l'agriculture, etc. Si tout est pollué, ça n'intéressera personne. Oui, Bruno. Oui, Philippe, je voulais rebondir sur ce que tu dis en parlant de nous au niveau du Conseil national de transition français Canal historique. Nous, ce qu'on prétend et ce qu'on dit et ce qui est certain, c'est que sans l'oligarchie, comme le dit aussi Iota Angelaki, sans l'oligarchie, il n'y aurait jamais de guerre. Parce que les peuples entre eux ne se feraient jamais la guerre. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve ce que pense le peuple français des appels à la guerre de notre cher président Macron. Les Français sont totalement contre. Et à partir du moment où on va mettre en place cette transition donc, que nous avons préparée, avec une structure et un programme extrêmement sérieux qui permettent à la France et au peuple français de prendre enfin sa souveraineté, bien, automatiquement, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre, au moins dans notre pays. Donc, ce qu'il va falloir faire, une fois que cette transition aura eu lieu, c'est servir d'exemple à toute la planète. Comme ça a déjà été le cas au moment de la Révolution française, qui a servi d'exemple pour le monde entier. Sauf que cette Révolution française a été bafouée et qu'elle n'a jamais abouti véritablement à la libération du peuple. La seule chose positive qui est sortie de la Révolution française, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Bien, si on applique cette déclaration au niveau du monde entier, il n'y aura plus de guerre, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire, et c'est important d'y penser, étant donné que c'est tout à fait l'objectif du Conseil national de transition français, Canal historique. Très bien. Alors, moi, je voudrais revenir un peu en arrière. Le 8 mai 45, pour moi, c'est le souvenir devant la mairie, le monument aux morts, avec les bœufs qu'on vendait pour les veufs et les orphelins, n'est-ce pas? Et donc, cette fête de la victoire, on a vu beaucoup d'images avec des personnes en liesse qui fêtaient la victoire dans les rues, etc. À Paris notamment, les militaires américains qui étaient là. Alors, on nous a fait croire que les Américains nous avaient sauvés. Or, ils ont surtout, il y a eu beaucoup de morts, effectivement, et les Américains ne l'ont pas fait gratuitement. Voilà, faut dire les choses quand même clairement. C'est que c'est pas gratuit. C'est comme actuellement, on prête de l'argent à l'Ukraine, etc. Mais ce sont des prêts, c'est pas donné. Donc, on se met sous la tutelle d'autres pays. Voilà ce que c'est que la guerre. Après, on dit que c'est la fin, c'est qu'on a fait, c'est une victoire sur le nazisme. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre n'était plus visible, mais c'est une guerre secrète contre les peuples qui se joue depuis. C'est une référence au livre de Claire Sévrac, n'est-ce pas? Une guerre secrète qui ne dit pas son nom, et il y a toujours les nazis derrière. Voilà, donc ça c'est important d'être conscient de ça.
que on n'est pas gouverné, évidemment, l'oligarchie, bien sûr, mais il y a une oligarchie peut-être un peu plus tolérante, mais il y a une oligarchie qui est nazie, qui a des pensées de nazis. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que moi j'aimerais mettre en avant. Qu'on fête le 8 mai, ok, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se libère? Il faut quand même arriver à une vraie libération. Alors, Christiane, je voulais rajouter à ce que tu dis que, effectivement, sans l'action du général de Gaulle en 1945, eh bien, la France aurait été totalement colonisée par les Américains. Il y aurait eu un dollar français à la place du franc. Et même les bases américaines qui existaient en France, que de Gaulle a voulu faire disparaître dans les années 60, eh bien, elles seraient encore là. Donc, on serait colonisé par les Américains, un peu comme les Russes de l'autre côté à l'est ont colonisé tous les pays de l'est jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc, il faut rappeler quand même que c'est grâce au Conseil national de la résistance et au général de Gaulle que ça n'a pas eu lieu. Donc nous, au Conseil national de transition français canal historique, on veut exactement faire la même chose, que le peuple français retrouve sa liberté et qu'il arrête d'être soumis aux pressions, que ce soit des lobbies allemands d'un côté, qui eux-mêmes dépendent des Américains, et carrément de la pression, enfin des pressions du nouvel ordre mondial auquel Macron ne fait qu'obéir en permanence. Donc liberté pour le peuple français et indépendance de la France. Alors tu cites Charles de Gaulle, je crois qu'il est important d'introduire aussi dans notre texte la présence de Monsieur Pierre de Gaulle, qui est son petit-fils, et qui a un lien particulièrement serré justement avec la Russie et avec Monsieur Poutine, enfin avec Poutine. Alors on vend ni Poutine ni Monsieur Pierre de Gaulle ici au CNTF-CH, mais on est bien obligé de reconnaître qu'ils sont, en tout cas, Monsieur Pierre de Gaulle est légitime. Il est légitime parce qu'il représente la voix de son grand-père, qu'on le veuille ou non, qu'il lui ressemble physiquement. J'irai pas plus loin parce que je connais pas sa personnalité. Mais qu'en tout cas, il semble légitime puisqu'il est reçu en tant que petit-fils du général de Gaulle par la Douma, enfin, ou à l'intérieur de la Douma, ou lorsque Monsieur Poutine s'exprime. Donc, il est connu par les Russes. Et je crois que ça fait partie du jeu, parce qu'il est important que la Russie sache que les Français, dans leur immense majorité, ne veulent pas d'une guerre avec eux. Évidemment, non. Dans quel but, dans quel intérêt, pour servir quels intérêts, sinon celui de quelques oligarques on va finir par devoir appeler les oligarchreux, hein, excusez-moi cette mauvaise association de mots, mais il y a les oligarques et parmi eux il y a les oligarchreux, ceux qui veulent la guerre, ceux qui veulent tuer tout le monde, ceux qui veulent, enfin c'est pas des gentils quoi. Alors je dis pas que c'est tous les oligarques qui sont comme ça, mais je dis qu'il y a parmi les oligarques une partie des gens qui sont comme ça. Donc voilà, donc il faut qu'à un moment donné la société civile puisse être représentée par des grands totems, hein, si je puis dire. Je me permets de traiter Monsieur Pierre de Gaulle de grand totem. Pour dire qu'il représente sur l'ombre portée de son grand-père et de son action en 1940 et 45, eh bien, il représente non pas la voix de la France, faut pas exagérer, mais en tout cas un sentiment d'amitié au peuple français, à l'inverse de ce qui nous est donné à voir et à entendre dans les médias, d'un sentiment d'inimitié de la part de quelques colonels, quelques politiciens qui sont farouchement vent debout contre la Russie parce qu'elle a envahi l'Ukraine, évidemment. Hein. Mais il commence à se savoir que cette invasion avait quand même des motifs extrêmement sérieux sur lesquels on ne va pas revenir ce soir. Voilà, donc comment on peut parler de ce 8 mai 45 en se disant que c'est la fête d'une grande victoire. Alors effectivement, Christiane parlait de bleuets et d'agitation des mouchoirs, etc. pour parler de la paix, effectivement. Mais il faut savoir qu'en Russie, ce sentiment-là, il est décuplé au sens propre du terme, puisqu'il y a eu plus de 20 millions de morts en Russie suite à cette grande guerre. Voilà. Donc la légitimité du peuple russe à se défendre, elle existe historiquement. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, de ce que Monsieur Poutine a dit hier lors de son intronisation suite à son élection, et en présence d'ambassadeurs français, je le rappelle, pas que, mais notamment français, qu'il est prêt à discuter avec l'Occident dans le respect des droits des Russes. Hein, voilà. Donc ça peut pas être plus clair hein, pour des gens comme nous. Il n'a pas envie de nous taper dessus, Monsieur Poutine. Par contre, il a sûrement les moyens d'appuyer sur un bouton et de faire en sorte que toute une zone soit détériorée.
par la guerre ou par une explosion. Et dans ce cas-là, on partirait, nous, les obscurs et les sans-grade, on partirait avec l'eau du bain, si je puis m'exprimer ainsi. A-t-il des moyens plus sélectifs de se débarrasser des grands méchants, des oligarques, comme on les appelle? Probablement oui, mais on n'est pas au courant. Donc, on va faire comme si c'était possible et on va s'accrocher à cette solution. Jean-Pierre? Oui, je vais revenir sur les fameux mots qui ont parcouru les lèvres de milliers d'humains, quelle que soit leur philosophie, leur religion et leur appartenance. Un des plus anciens, c'est Shanti, la paix de l'esprit, de laquelle découle la santé du corps. C'est un terme sanskrit. Hein. Après, je connais Shalom, un terme hébreu, Salam alaikum pour les musulmans, salut pour les Français, salut à tous. Hein. C'était l'entête des courriers du roi Louis XVIII. Donc j'ai retrouvé quelques documents qui ont été détruits par la suite malheureusement. Salut à tous. Ça veut dire paix avec chacun d'entre vous. Et donc, en français, paix en moi, paix avec vous et chacun et chacune de tous les vôtres, et paix pour le monde entier. Alors, je me suis permis de le dire 7 fois, ce mot, dans des langages différents, parce que Blanche-Neige et les 7 nains, il y a 7 couches pour arriver au 7e ciel. Et la paix, c'est pas le contraire de la guerre. La paix, c'est quelque chose qui peut nous habiter si nous l'acceptons. La guerre, c'est la conséquence de la non-paix et donc du refus de la paix intérieure. Avant de faire la guerre, et c'est pour ça que ça n'a jamais marché, les armistices et les redditions, parce que les gens sont en guerre avec une partie d'eux-mêmes. Donc, à un moment donné, ça se manifeste et ils projettent sur leur prochain tout ce qu'ils n'aiment pas d'eux-mêmes. Alors, tant qu'on n'est pas en paix envers soi-même, nous ne pouvons pas espérer une véritable paix dans le monde physique. À un moment donné, ça va se redéclencher d'une façon ou d'une autre. Je voudrais relever une chose. Des Américains ont donné leur vie, se sont battus dans l'espoir de faire venir la paix. Et ils ont offert leur vie gratuitement, librement. Parce que, quelque part, ils ont été entourloupés par un pseudo-gouvernement, par des pseudo-dirigeants. Mais par contre, eux, ils ont fait le choix de donner leur vie gratuitement. Évidemment que l'invasion américaine n'était pas gratuite et on en a vu les conséquences par la suite avec l'invasion des énormes tracteurs dont les Américains étaient experts, le remembrement, la suppression des haies qui abritaient des oiseaux dans les champs et tout ça. Et en fait, nous faisons la guerre à la nature parce que nous sommes convaincus de la dualité. Et l'univers, c'est pas de la dualité, c'est de la duoïté. C'est-à-dire que les choses marchent par couple. Bien sûr, on le voit dans la nature, il y a les mâles et les femelles, et ça marche comme ça. C'est la duoïté et la complémentarité. Et maintenant, tous les scientifiques s'accordent pour dire que les espèces qui survivent sont des espèces qui cherchent la complémentarité. Donc, c'est pas la peine d'essayer de nous introduire par les oligarques. Cachez-vous, restez chez vous, méditez un peu sur votre vie et sur ce que vous aimeriez voir. S'il vous plaît, les oligarques, arrêtez d'essayer de nous l'introduire parce que de toute façon, nous ne croirons plus à vos fadaises. Voilà, je me suis un petit peu adressé sans aucune rancune. Je reconnais votre fraternité et le signe Namasté, c'est je reconnais ta divinité autant que la mienne. Voilà. Merci à chacun et à chacune d'avoir entendu. Et c'est sur ces sublimes paroles, je vais essayer de conclure. Alors, qui est-ce qui déclenche une guerre? Évidemment, l'oligarque moche, des oligarques moches. Pour essayer de paraphraser Philippe, oligarque moche, c'est pas mal hein, quand même. Qui pilote les politiques, l'armistice, ça c'est pas mal, et puis après la reconstruction, ça se passe toujours avec les mêmes personnes hein, dont on vient de parler. Nous, c'est vraiment pas notre vision des choses au Conseil national de transition français Canal historique. Il faut savoir une chose, c'est que notre seule bannière est paix et liberté. Et autant vous dire que ces deux mots sont prometteurs pour un bon avenir. Bon, de façon à réutiliser également les mots de Jean-Pierre, je vais vous dire salut à vous tous et rendez-vous dans 48 heures juste avant le week-end, vendredi, pour une nouvelle émission La France Libre. Merci Bruno, merci Philippe, merci Christiane, merci Jean-Pierre, merci à vous également. Excellente soirée, rendez-vous juste avant le week-end.